Bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur Radio Tambou. Nous sommes ici pour la première édition de l'émission Jodla pour demain avec Radio Tambou. On est ici avec Kélivier Cotrin qui va co-animer avec moi cette émission et aussi Sarah Gaspard, donc professeure de chimie à l'Université des Antilles, pour parler aujourd'hui du sujet du chlordécone. Voilà. On a ce rendez-vous-là, ça sera un rendez-vous qui sera hebdomadaire. Donc chaque semaine, on va voir des sujets de société. Sur lesquels on va se poser des questions et on va inviter comme ça des gens qui pourront nous aider un petit peu à mieux réfléchir. Alors nous sommes l'ANG. Donc moi Kelly. Ouais. Donc effectivement nous c'est ANG et donc vous commencez peut-être connaître nous à présent mais nous quand il fait découvert ANG et découvert tout travail ANG qu'a fait tout cabéchage ANG capoté et ceux qui peut participer, poser questions et aussi bien pour nous que pour tout invité nous Kenny sur les différents sujets. Voilà. Alors on va pas tarder à commencer. On va te présenter un petit peu plus longuement Sarah tout à l'heure. On a un invité avec nous qu'on va contacter tout à l'heure par téléphone, Monsieur Harry Durimel, parce que le sujet qu'on prévoit aujourd'hui, c'est de parler du chlordécone. Comme il est assez occupé, on va le libérer tout de suite. Il s'agit pour nous de c'est pas ton numéro. Bon, bref. Il s'agit pour nous de l'appeler et de savoir où est-ce qu'on en est au niveau de la procédure judiciaire du procès qui est en cours, parce que ça fait maintenant 13 ou 14 ans qu'il y a une plainte qui a été déposée, plainte d'ailleurs qui n'a pas été acceptée tout de suite. Donc c'est un combat judiciaire qui mène depuis un certain nombre d'années. Donc faire le point avec lui pour savoir où est-ce qu'on en est avec cette affaire judiciaire là du chlordécone et quelles sont les actions qui sont en cours et comment nous population de Guadeloupe qui sommes contaminés puisqu'on a 90% des Guadeloupéens, c'est bien ça Sarah, qui sont contaminés par le chlordécone. Les différents plans qu'il y a eu montrent que ce ne sont pas uniquement que les agriculteurs qui souffrent de maladies dues au chlordécone, que les femmes développent un certain nombre de maladies qu'on n'arrive pas forcément à expliquer, d'endométriose, d'autres choses, qu'il y a des enfants qui naissent avec des pathologies particulières, qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent de façon prématurée en Guadeloupe, et pour le coup, on n'entend pas beaucoup d'actions qui sont menées en ce sens. Donc savoir comment on peut, quelles sont les voies et moyens que nous avons. Monsieur Durimel? Allô? Oui, Monsieur Durimel, c'est Laurence. Oui, bonjour, on est à l'antenne. Justement, On vient d'introduire un petit peu. On parlait justement du cheminement qu'il y avait eu déjà pour faire le procès, parce que ça n'a pas été évident et que la plainte n'a pas été acceptée de suite. Voilà. Bien sûr, il y a eu toute une guérilla judiciaire pour arriver à rendre recevable l'action, parce que lorsqu'on porte plainte contre les préposés de l'État, les délinquants en col blanc, comme on les appelle, c'est jamais simple, c'est beaucoup plus simple quand c'est vous qui détournez l'argent de votre société, même si vous êtes le seul actionnaire. Oui. Donc on a dû combattre pour rendre la plainte recevable, aller en cassation lorsque le procureur général y est allé pour nous barrer la route. Et donc on a perdu 2 années de combat judiciaire simplement pour reconnaître la recevabilité. Voilà. Et donc après la recevabilité, il y a eu la démocratisation. Et donc, on a lutté pour refuser le dépaysement pour que le procès se déroule pas à Paris, comme c'est le cas, puisque aujourd'hui, auprès de Paul Santé du tribunal judiciaire de Paris. D'accord. Donc, après 2 années de combat et de plaidoirie avec Roland Heisler, nous sommes partis à Paris pour faire reconnaître que nous avions la qualité pour agir. Eh bien, aujourd'hui, la plainte suit son cours. Il y a eu une commission rogatoire qui a été confiée à la brigade contre les atteintes à l'environnement et à la santé qui se trouve à Arcueil en France métropolitaine. Et donc, ils ont fait une bonne attaque. Ils ont fait une rassemblée des preuves en Martinique et en Guadeloupe. Avec ce dont dispose le juge, on devrait pouvoir passer à un autre niveau. D'accord. Voyons j'ai donc écrit une lettre ouverte à M. Dupond-Moretti,
qui est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, il y a à peu près 2 mois. Et depuis, j'ai eu une réaction du juge qui m'a dit qu'elle s'apprêtait à venir en Guadeloupe et en Martinique pour entendre les plaignants. Est-ce qu'il y a déjà eu des mises en examen dans ce dossier? Se faire en visio pour que nous n'ayons pas à aller en Guadeloupe, en France, D'accord. pour que le juge même ne nous parle pas de contraintes financières. Ok. Nous en sommes là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a déjà eu des mises en examen dans le dossier? Aucune. Aucune. Ça fait bien 13 ans, c'est ça? Et nous avons demandé, au vu de ce que les gendarmes ont gagné comme information, nous avons demandé la mise en examen des personnes identifiées. Et on nous a dit que nous ne sommes pas procureurs, nous n'avons pas qualité pour le demander. Ok. Ça fait bien 13 ans que la plainte a cours. 14 ans. Ça fait 14 ans. En 2006. Ça fait 14 ans. Est-ce que les Guadeloupéens qui nous écoutent peuvent eux aussi participer à cette action judiciaire? Absolument. Toute personne qui se considère comme victime des infractions dont nous poursuivons les auteurs peut se constituer partie civile. Il suffit que la personne montre un lien de causalité, c'est-à-dire pour moi aujourd'hui habiter en Guadeloupe de façon habituelle, et faire une analyse montrant la présence de chlordécone dans son sang. Et après, nous ferons le reste pour montrer le lien de causalité entre la violation de la loi commise par la France et ses préposés et le mal dont souffre la personne qui s'est constituée partie civile. D'accord. Monsieur Durimel, je voulais vous demander quel serait le moyen donc, pour ces personnes de vous contacter? Ils peuvent toujours me contacter. Je suis accessible par mon cabinet 05 90 83 55 41 ou par mail à Harry Durimel, H-A-2-R-Y, Durimel, le tout collé, .avocat au singulier, @wanadoo.fr. Très bien. Et là, ces personnes rassemblent donc les pièces dont j'ai parlé, la preuve de leur résidence en Guadeloupe et la preuve d'une analyse montrant qu'ils ont du chlordécone dans le sang, ce qui est facile parce que 90% d'entre nous en avons. D'accord. Est-ce que, donc vous avez dit que justement ça a été pas dépaysé, mais enfin que c'est à Paris que la plainte Oui, que l'enquête est menée, ouais. Voilà. On a entendu récemment qu'à Capesterre, je crois qu'on a trouvé 100 kilos d'encore de chlordécone. Est-ce qu'il y a une prise en compte justement par les autorités judiciaires de ce cas-là, ou on est encore toujours dans ce cadre-là où les autorités font fi de la sécurité des Guadeloupéens, encore, même aujourd'hui? J'ai pas bien compris la question. On a trouvé 100 kilos de chlordécone sur une habitation à Capesterre, je crois 102 kilos. Quelle a été la réaction justement des autorités? Est-ce que même maintenant que les gens ont pris conscience du scandale que c'est, il y a eu une réaction forte derrière, ou alors c'est passé de façon assez inaperçue? Mais j'en ai même pas entendu parler, si ce n'est par un média qui l'a signalé comme ça. Mais pour l'instant, je connais connaissance des suites. Mais vu la vigilance qui est aujourd'hui soi-disant affichée, on devrait justement avoir des nouvelles, puisque le procureur de la République a ouvert une enquête préliminaire lorsque un monsieur Beaugendre a déclaré qu'il savait qu'il y avait du chlordécone enterré quelque part en Guadeloupe, et je crois qu'il a même dit où, c'était au jardin d'essai. Oui. Et donc le procureur a ouvert une enquête préliminaire, et bien les langues après n'étaient plus aussi volubile que avant l'enquête, puisque à ce moment-là, il paraît que les réponses de M. Beaugendre étaient beaucoup plus vagues devant les policiers que à la radio. Et donc, il a dit, j'ai entendu dire, mais je n'ai pas vu moi-même. Et il a donné le nom de quelqu'un qui a dit, moi aussi, j'ai entendu dire. Et donc, le procureur m'a dit, mais je ne peux pas aller plus loin, dans la mesure où les gens ont déclaré des choses qu'ils ne semblent pas vouloir assumer. Ok. Et concernant effectivement, moi aussi, j'ai rencontré un agent du département, que je défends d'ailleurs, qui est atteint de plusieurs cancers. Et cette personne m'avait exactement dit la même chose et voulait même m'emmener sous les lieux. Et quand j'en ai parlé au juge, le juge m'a dit que je me déplace si on est sûr d'en trouver. Donc maintenant qu'on en a trouvé, je pense que nous aurons à communiquer cette information au juge d'instruction pour que l'enquête puisse intégrer cette nouvelle découverte. Donc ça veut dire qu'on est quelque part où les Guadeloupéens doivent presque porter tout le dossier au juge pour que le juge puisse se bouger. Mais oui, le problème aussi dans ça, c'est que
pendant longtemps, les Guadeloupéens sont restés indifférents parce qu'on parle de 2006, une plainte déposée, mais pendant tout ce temps-là, il faut aussi que nous, on assume qu'on s'est désintéressé de l'affaire. Oui. On n'a pas bougé. Il a fallu que le papa Macron vienne dire oui, il y a un problème, l'État a merdé. Que nous aussi, Guadeloupéens, on commence à dire ah, finalement, tu viens d'être une raison. Hein, parce qu'avant, on a d'abord dit que j'étais fou. Donc, nous aussi, notre carence est peut-être moins coupable que celle de l'État, qui est investi d'une mission de santé publique en vertu de la Constitution française. Donc, il n'a pas à se poser de questions, il va nous protéger. Mais nous, Guadeloupéens, qui sommes victimes, pourquoi, lorsque l'un d'entre nous pose à l'appui, nous dit qu'il y a un scandale chlordécone, depuis 2002, il a fallu qu'attendre tout ça dedans pour qu'on commence à se mobiliser, à vouloir tout déboulonner, tout ça parce que l'État a laissé glisser un mot reconnaissant en quelque sorte sa culpabilité. Et donc, effectivement, si on était plus vigilant, si on était plus mobilisé, je pense qu'on aurait déjà eu des avancées. Aujourd'hui, que ça s'agite pas mal et qu'on a un nouveau garde des Sceaux qui semble plus proche du peuple que de ces cols blancs, hein, comme je dis, qui ont été à l'origine de ces faveurs, parce que les gendarmes même ont déclaré que les dérogations qui ont été accordées ne l'ont pas été accordées de façon orthodoxe. Ça veut dire que c'est par des circuits parallèles qu'on a fait du filon pour obtenir ces dérogations avec l'aide d'élus guadeloupéens, de dépositaires de l'autorité publique très guadeloupéens, très afro-guadeloupéens comme nous-mêmes, qui aussi réclamaient du chlordécone à l'époque. C'est pour ça que moi j'ai du mal à dire que c'est un problème ethnique, parce que nous aussi, des gens bien comme nous, ont été réclamés du chlordécone alors qu'il y avait des solutions alternatives. C'est ce que l'enquête révèle aujourd'hui, puisque aujourd'hui, des expertises qui ont été ordonnées par les juges d'instruction de Paris ont révélé qu'au moment où on a fait croire qu'il n'y avait rien d'autre que le chlordécone, eh bien, il y avait des solutions alternatives pour éviter de mettre du chlordécone dans la terre. Mais on a choisi de faire du fric plus rapidement. On a choisi l'argent au lieu de la santé. Et c'est pour ça que je pense que c'était systémique. C'est un problème du productivisme, le libéral productivisme qui n'a peu de considération pour l'humain. Tout ce qui intéresse, c'est le profit, la rentabilité. S'il faut du chlordécone pour faire plus de bananes, plus d'euros, peu importe qu'il y ait 10 000 morts, 60 millions de Français, 10 000 Guadeloupéens qui meurent ou qui crèvent, 50 000 qui ont cancer de la prostate, c'est secondaire. Depuis la balance commerciale équilibrée face à l'Amérique, les dollars américains, les dollars bananes-dollars, eh bien, c'était ça l'objectif. Donc, c'est un problème systémique, c'est un monde qu'il faut changer, c'est un modèle économique qu'il faut changer. Nous sommes des petits territoires, nous sommes un petit archipel, on doit aussi commencer à penser à notre échelle. On doit arrêter de penser comme si, parce que nous sommes français, nous sommes un continent. Oui. Donc, il faut penser un modèle de production varié, et non pas la monoculture tournée vers l'exportation, mais penser à satisfaire les besoins locaux, penser à avoir une alimentation saine pour nos bébés à partir de nos bananes, nos fruits, nos légumes, plutôt que de chercher à entrer en compétition avec des pays où l'environnement est une variable d'ajustement. Donc, c'est l'occasion pour nous de penser autrement, au lieu de vouloir dire que oui, c'est béquet-là, c'est blanc-là contre ces nègres-là, blanc, noir, chinois, tout le monde peut être atteint du cancer de la prostate aussi en Guadeloupe. Donc, c'est pas un problème ethnique, c'est un problème de changer de système. Et en tant que petit pays, nous avons la possibilité, même en étant français, de montrer que nous avons la possibilité d'opposer un modèle alternatif, mais que nous ayons aussi un pouvoir politique qui exige ce changement vers une transition écologique, une transition énergétique qu'on puisse faire autrement. Et donc, on va pas attendre que le procès se termine pour changer de paradigme. On est d'accord. Juste sur le plan chlordécone, et après on va vous laisser parce qu'on m'avait dit que vous étiez un peu occupé. Juste sur le plan chlordécone, déjà il y en a déjà eu 4. Non, c'est le 4e qu'on est en train de prévoir. Pour cette fois-ci, il y a une consultation. Quel est votre avis, vous, justement, sur cette consultation? Eh bien, moi, en tant que maire de Pointe-à-Pitre, j'ai proposé qu'il y ait un enquêteur qui vienne à Pointe-à-Pitre pour qu'on entende les doléances de la population, car c'est aussi à notre demande que cette fois-ci, le plan chlordécone ne va pas être conçu, élaboré dans des officines par des technocrates, sans entendre ceux qui vivent dans une situation de chlordécone. Donc, je conseille aux Guadeloupéens qui le veulent d'aller en mairie de Pointe-à-Pitre et en d'autres lieux s'il y a d'autres endroits, pour pouvoir mettre leurs observations sur le registre ou déposer un mémoire qui va être transmis à un représentant de l'État pour qu'on puisse connaître nos attentes dans la lutte contre ce fléau-là. Donc, c'est ça l'étape que nous traversons à présent. Je continue aussi au niveau de l'Europe. J'ai eu une visioconférence avec Michel Rivasi,
qui m'a promis de en faire une autre avec Younous Omarji la prochaine fois, parce qu'avec ces deux députés européens, j'avais été invité à participer à la marche des cobayes en région parisienne. Et j'ai eu cette visioconférence il y a 48 heures avec Mme Rivasi Michel, qui envisage de déposer une nouvelle pétition au cas où l'Union européenne ne donnerait pas des suites à la pétition qui a été instruite, déclarée recevable, et sur laquelle nous avons produit un mémoire en réponse aux observations de la France et de l'Union européenne que nous avions reçues au mois d'août. Donc le combat doit être multilatéral, au plan local, au plan national, au plan européen et au plan international. Monsieur Durimel, les changements dont vous parliez, pensez-vous qu'ils peuvent être réalisés avec, dans notre situation actuelle, avec le statut que nous avons actuellement? Peut-être pas, mais en attendant, le système actuel dans lequel nous vivons prévoit des règles juridiques auxquelles nous pouvons avoir recours ici et maintenant sans attendre l'évolution institutionnelle que d'aucuns appellent de leur vœu. On peut ici et maintenant, au contraire justement, exiger de la France qu'elle respecte ses propres textes. La Constitution qui dit que l'État doit nous protéger notre santé. C'est l'Europe qui dit que jamais elle n'avait homologué le chlordécone. Donc, dans l'état juridique, si on commence à dire que dans l'état où nous sommes, on ne peut rien faire, il faut attendre qu'on change de statut, nous sommes morts. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a certainement un manque de pouvoir politique, mais c'est quand même anormal que ce soit des politiciens guadeloupéens qui soient montés à Paris avec les distributeurs et producteurs pour réclamer du chlordécone. Donc, est-ce que si ces gens-là étaient présidents et premiers ministres en Guadeloupe, ils n'auraient pas fait les mêmes bêtises? Ok. Merci beaucoup, en tout cas, M. Durimel, de vos retours. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Alors, on va poursuivre l'émission justement avec Sarah Gaspard, qui est professeure de chimie à l'Université des Antilles. Quand on s'est vu tout à l'heure, la question se posait de savoir, on est contaminé pendant combien de temps? Donc, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter. Ton parcours, ce que tu fais, et aussi qu'on puisse répondre à cette question-là. Alors, on est contaminé, on en a pour combien de temps avec cette molécule? D'accord, donc je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Sarah Gaspard, professeure de chimie à l'Université des Antilles. Donc, je travaille à l'Université des Antilles depuis une vingtaine d'années pratiquement. Et on a commencé à travailler sur la problématique chlordécone depuis 2001. En fait, c'est l'époque où il a été découvert que les eaux vouées à la consommation humaine étaient contaminées. Alors, c'est vrai que ceci n'était pas visible puisque, en fait, la molécule de chlordécone étant interdite, elle n'était pas recherchée. Mais les personnes de ce qu'on appelait la DAS à l'époque, qui correspond à la DSDS actuellement, ou l'ARS actuellement, avaient remarqué que dans les eaux, quand elles faisaient des analyses, elles voyaient toujours une espèce de pic qui n'était pas identifié. Et elles ont fini en fait par l'identifier comme étant la molécule de chlordécone. Donc en 2001. En 2001. D'accord. Déjà en 2000. Et nous, on a commencé nos premiers travaux qui étaient des travaux concernant l'eau. Déjà la quantification, l'optimisation aussi de la fixation de la molécule sur les charbons actifs. C'est des travaux qu'on a commencé dans les années 2001. Et depuis, en parallèle, nous avons toujours travaillé aussi sur les aspects de dépollution. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de faire quand on veut dépolluer? Il s'agit de pouvoir dégrader la molécule. Donc, nous, ce que nous avons recherché, puisque ayant des connaissances sur le fait que d'autres molécules organochlorées, ça veut dire qui contiennent du chlore, et difficilement dégradables, avaient montré aussi, alors qu'on pensait qu'elles n'étaient pas dégradables, qu'on pouvait, par des bactéries, les dégrader. Et nous avons plutôt creusé cette piste, puisque en fait, les bactéries sont capables de s'adapter à leur environnement. Et si elles ont un environnement pauvre en nutriments accessibles, elles peuvent utiliser des polluants. D'accord. Donc, quand, au bout d'un certain temps, il y a la bactérie en contact avec le polluant, elle s'acclimate à ce polluant et finalement, elle le consomme. Et donc, c'est pour cela que nous sommes allés regarder sur des sols contaminés s'il y avait des bactéries qui pouvaient dégrader la molécule de chlordécone. D'accord. Entre-temps, effectivement, est sorti un papier d'un chercheur de l'INRA qui s'appelle M. Kabidosh, qui est décédé depuis,
et qui a fait un modèle, donc en considérant que la molécule ne serait pas biodégradable. Et donc, dans son modèle, il estime que si la molécule est entraînée uniquement par les eaux de pluie, en fonction du type de sol, elle va mettre entre 90 et 600 ans pour être éliminée du sol. Mais il ne s'agit pas d'une dégradation. Mhm. Il s'agit justement d'entraîner la molécule vers la mer, en réalité. D'accord ? Donc, cette hypothèse ne tient pas compte du fait de deux choses. Que premièrement, dans nos travaux, nous avons pu montrer que dans les environnements anaérobies, je vais le définir, ça veut dire des environnements en absence d'oxygène, qui n'ont pas d'oxygène, il est possible que la molécule de chlordécone se dégrade. Donc, parce qu'il y a une activité bactérienne dans ces environnements-là qui permettent la dégradation en absence d'oxygène, sans même intervention humaine. D'accord ? Et nous, donc, quelque part, le bilan est un peu moins pessimiste que ce qu'on pense, ce qu'on dit en disant, bon, on est contaminé pour 600, 700 ans. Quelque part, c'est moins. Alors, je dirais que oui, je pense que pour moi, il ne faut pas être pessimiste. Voilà. Je pense qu'on peut agir sur notre environnement. C'est à nous non pas de prendre l'initiative. Si, il faut prendre l'initiative de le faire, il faut en avoir la volonté et rechercher ensemble des solutions. D'accord ? Donc, effectivement, on a une période où actuellement on doit vivre avec. On n'a pas finalement le choix. On peut se protéger. Il y a des solutions en termes de protection, c'est-à-dire que essayer de bien respecter les consignes en termes de production agricole en fonction du type de sol, des concentrations de chlordécone dans le sol. Il y a des végétaux qu'on ne peut pas planter. D'accord ? Et donc, il faut éviter de les planter. Donc, il y a quand même un certain nombre, je veux dire, de palliatifs. D'accord ? Et néanmoins, il faut effectivement pousser la recherche, puisque nous avons démontré que la chlordécone, on peut la dégrader en laboratoire, nous avons pu démontrer ceci. Et donc maintenant, arriver à une application à plus grande échelle. D'accord ? Donc ceux qui demandent, donc là actuellement, c'est des choses que nous lançons. Nous travaillons sur des parcelles de sol contaminés et nous travaillons à... Donc ça y est, vous en êtes au test hors laboratoire. Voilà, donc on en est au test hors laboratoire. On démarre. Donc évidemment, je ne devrais pas dire ça. Malheureusement, on a de faibles moyens, mais on démarre. Parce que justement, j'ai vu que pendant la commission parlementaire, la subvention qui avait été donnée justement pour ça était de 15 000 euros. Oui, c'était ça. Alors, je vais dire deux choses. Alors, je crois que j'en avais parlé aussi. Il y a eu un appel à projet qui date peut-être de 8 ans. Sur le volet remédiation, d'accord, où nous avons eu 80 000 euros il y a peut-être à peu près 8 ans, d'accord. Et récemment, il y a 2 ans, donc à l'époque de cette enquête parlementaire, donc nous avions eu à peu près 15 000 euros. D'accord. Oui, entre 15 et 25 000 euros. 25 000 euros, je crois, au total. Et finalement, il y a eu un appel à projet qui a été lancé. Donc, c'était en décembre de l'année dernière, auquel nous avons répondu et nous avons eu 50 000 euros. D'accord. Ça reste quand même très peu par rapport à l'enjeu qu'il y a sur les deux territoires, quoi. Tout à fait. Donc, nous faisons ce que nous pouvons, nous essayons d'avancer. Et les résultats en laboratoire, donc, ils sont vraiment certains et très encourageants. Et maintenant, sur les sols, c'est le démarrage. Voilà, actuellement. Donc, alors pourquoi, je vais devenir sur l'explication de pourquoi on dit de 70 à 600 ans. On dit cela parce qu'il y a des sols qui retiennent très fortement la molécule de chlordécone et il y a des sols qui la retiennent beaucoup plus faiblement. Plus un sol est riche en matière organique, vous voyez ces sols riches en matière organique, c'est des sols qui sont très noirs, et plus la molécule va se fixer fortement sur le sol. D'accord ? Et lorsque le sol est par exemple très calcaire, la molécule va se fixer moins fortement. Et donc quand il y aura des pluies, elle va être éliminée beaucoup plus rapidement. D'accord ? Et donc c'est ce qui fait cet intervalle en fait de 70 à 600 ans
en fonction du type de sol. Donc il y a des sols qui sont plus ou moins riches en matière organique, et c'est ceux qui sont très riches en matière organique qui vont retenir beaucoup plus longuement la chlordécone, donc pour des durées allant jusqu'à 600 ans. En gros, ça signifie donc que les sols agricoles sont ceux qui retiennent le plus. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est là où on est vraiment embêté, c'est que la zone la plus fertile, c'est la zone du Sud-Bastère, c'est le croissant bananier, qui est aussi la zone de production d'eau douce, d'eau vouée à la consommation humaine. Et donc, effectivement, ce sont ces sols qui sont les plus contaminés. Et donc, effectivement, sur ces sols les plus contaminés, il y a des stratégies de culture qui peuvent être mises en œuvre, c'est-à-dire de choisir des plantes qui ne sont pas, dont le fruit n'est pas en contact directement avec le sol. D'accord ? Et donc, je pense que c'est là où il y a un rôle qui doit être joué par des organismes de contrôle, de bien vérifier, en fait, les types de cultures qui sont plantées. Et si un sol est trop contaminé, il ne devrait pas être cultivé. Donc, ça, c'est extrêmement important. D'accord. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'y connaissent pas grand-chose, vous les rassurez quelque part en leur disant que seuls les fruits en contact, les fruits, les produits, je dirais, en contact direct avec la terre peuvent être considérés comme étant contaminés. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand un sol est très peu contaminé, on pourra planter, d'accord, des fruits ou des légumes qui sont en contact avec le sol. Mais il faut s'assurer avant, en fait, du niveau de contamination, avant de planter. Si le sol est extrêmement contaminé, il faut absolument éviter de planter des racines. Oui. D'accord. Et donc parce planter qu'il y a des un choses transfert aériennes. direct. Et plutôt donc planter des choses aériennes. D'accord. Mais il faut mettre aussi un bémol. Je sais qu'il y a eu des analyses qui parfois montrent que on peut avoir, on ne sait pas par quel mécanisme, un événement où dans la sève on va avoir une montée de chlordécone. Ça peut arriver, mais c'est quelque chose qu'on ne comprend pas pour le moment. Mais ce n'est pas la majorité des échantillons. Au contraire, c'est une très faible minorité des échantillons. C'est très très rare. J'avais une autre question justement sur les plants chlordécone. Est-ce que la cartographie des sols a été faite ou on est encore sur des modèles hypothétiques où on se dit que bon, comme là il y avait des bananes, mais forcément là c'est machin, ou alors vraiment les 4 plants chlordécone ont permis de faire cette cartographie-là? Alors je dirais que la cartographie avance et dans ce plan, elle devrait être renforcée pour avoir. Alors il y a des mesures qui sont faites et puis il y a aussi des extrapolations dans un premier temps. Mais l'affinement de cette cartographie est prévu dans ce plan chlordécone. Alors, je cherchais les éléments précis là-dessus, mais bon, on va y revenir par la suite. Alors, il y a une chose qui nous préoccupait, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a voulu faire l'émission, c'est que l'État nous dit jusque, je crois, au 19 décembre, on a la possibilité pour la première fois, donc c'est le 4e plan chlordécone, et c'est la première fois qu'on a la possibilité de donner notre avis. En dehors des quelques rencontres qu'ils ont fait l'an dernier, de pouvoir aussi indiquer qu'est-ce que la population voudrait. Donc il y a dans ce plan chlordécone 5 thématiques. Il y a une stratégie de recherche, stratégie formation éducation, stratégie santé environnement alimentation, stratégie santé travail, stratégie socio-économique et stratégie communication. Donc c'est vrai qu'on jusqu'à maintenant en tout cas la sensation que j'en ai personnellement c'est que ces plans-là ont surtout servi à faire beaucoup de communication et pour dire aux gens qu'est-ce qu'il fallait pas consommer et qu'on n'a pas été beaucoup dans le palliatif. Il y a eu les études Timoud, il y a eu des études sur le repas. Canaries, mais il n'y a pas eu pour le coup par exemple les études Timoun de préconisations spécifiques pour qu'on évite les pathologies qu'on a vues chez les enfants ou même comment on fait pour éviter que les femmes des protocoles spécifiques en tout cas, ça s'est pas exprimé en termes de protocoles spécifiques. Donc vous justement dans cette partie-là, en particulier pour la recherche, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, il y a des gens qui posent des questions sur les réseaux. Tout à l'heure, on va poser les questions à Madame Gaspard. N'hésitez pas à nous les laisser. D'accord. Alors,
bon, effectivement, moi, je serais plus concernée par le volet recherche, hein, bien que, effectivement, je pense que sur les aspects santé humaine, on aura la possibilité de faire une chlordéconémie, ça veut dire une mesure de la molécule de chlordécone dans le sang. Mais effectivement, il sera nécessaire de voir quel type de recommandations, et ça sera plus le domaine médical, en fait, en termes le domaine médical, les personnes qui sont aussi dans le domaine de la nutrition, etc., qui seront en mesure, en fait, de proposer des protocoles. Et moi, je pense qu'effectivement, cela ne ressort pas trop dans le plan. Alors, j'ai regardé les éléments de la consultation. Donc elle est composée, en fait, des différentes actions qui ont été décrites, que tu as décrites. Et après, on vous demande, êtes-vous d'accord, oui, non, ou êtes-vous mitigé? Mm-hmm. Mais moi, je pense que la partie qui sera la plus intéressante, c'est de donner son avis. Et effectivement, je pense que cette initiative de faire cette émission est très bonne parce que il faut qu'on soit, à mon avis, proactif et qu'on puisse proposer des choses qui relèvent du bon sens. Alors là où moi je suis un petit peu étonnée, c'est quand sur le volet recherche, parmi les grands items, je ne vois pas l'aspect dépollution qui a été demandé et qui est demandé systématiquement. Oui, clairement, parce qu'on ne va pas passer encore voilà. 10-15 ans à donc, moi, je trouve ça un petit peu assez... Je trouve que c'est très dommage. Donc, je revois encore la poursuite des travaux de l'Observatoire Opale. Donc, ça fait l'Observatoire Opale, il est financé depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'il a accès à des fonds directement. Alors que finalement, j'imagine que pour les projets de dépollution, on va devoir monter des appels, répondre à des appels à projets via l'Agence nationale de la recherche. Donc, ce qui est extrêmement lourd en général, très compétitif. Je trouve que c'est très dommage et qu'on se retrouve encore avec l'Observatoire Opale avait pratiquement 100 000 euros par an. On est loin des 15 000 euros ou des 50 000 euros. Voilà. Et avec ça, donc, avec 100 000 euros par an, ils n'ont rien... En fait, ils ont modélisé le devenir de la molécule dans l'environnement. C'est ce qui est écrit là. Hein. Donc, ils vont continuer à faire la même chose encore pendant 8 ans, si je comprends bien. Donc, il faut que clairement, massivement, parce que pour le coup, on se rend compte d'une chose. Hein, c'est le 4e plan chlordécone, et que pour la première fois, la population est quelque part prise en compte. Pour la première fois, on sort d'un plan qui des millions. Je crois qu'on est presque à 900 millions avec les trois premiers plans chlordécone. Pour la première fois, on sort d'un plan chlordécone qui passe son temps à simplement faire de la culpabilisation et de la communication. Donc, je pense que ça sert aussi parce qu'il y a eu un certain nombre de manifestations et que justement, les gens se montrent un peu plus enclins à comprendre ce qui se passe. Donc, je pense que justement, ça encore, c'est une opportunité de dire à l'État que c'est fini d'être résigné et qu'on veut aussi savoir plus et comprendre plus. Et l'information que tu nous portes est importante. À quoi sert de payer un observatoire avec nos impôts 100 000 euros par an pour qu'ils ne puissent pas concrètement nous dire mais comment ça se fait qu'on ait plus d'endométriose, comment on fait pour dépolluer, comment on fait concrètement pour faire des choses. Alors, je vois qu'il y a une poursuite des études scientifiques sur les impacts sanitaires. Ok, donc là, je suis d'accord. Il y a sur le volet recherche une mise en place au niveau local d'une plateforme analytique. Ça fait quelques années qu'on le demande. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais sur le volet dépollution qui est réclamé, je pense qu'on va se retrouver sur les aspects à répondre à des appels à projets qui sont extrêmement concurrentiels. Sans stratégie commune et portée. Moi, la concurrence à ce niveau-là, ça ne me fait pas peur. Mais on est fatigué à un moment. Ouais. J'entends. Il y a quelqu'un qui demande où en est la recherche sur les bactéries qui élimineraient le chlordécone. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, que ça avance très bien et qu'on en est à l'expérimentation. Voilà. Donc, sur la question des bactéries, en fait, on a caractérisé les bactéries qui sont capables de dégrader la molécule de chlordécone. Et on arrive, alors vous savez, la molécule de chlordécone, elle a 10 atomes de chlore. D'accord. Et on arrive à enlever l'ensemble, 9 atomes de chlore, sur les 10. Et on arrive à casser la molécule. La molécule a une forme de cube. Et donc, on arrive à la casser ce cube. Et donc, finalement, elle a une forme beaucoup plus simple. Et ce qui veut dire qu'elle est dégradable par des bactéries qui ne sont pas forcément anaérobies. D'accord. Donc, elle a une forme beaucoup plus simple
qui va permettre ensuite qu'on puisse la dégrader de manière plus simple que la molécule de départ. Voilà. J'ai souvenir que la toute première fois on s'est vu, ça remonte à quelques années, vous présentiez une espèce de gros, une espèce de truc cylindrique que vous aviez testé au Maroc et tout ça. Alors ça, c'est un autre aspect du volet. Il y a deux aspects sur l'aspect des pollutions. On peut soit piéger la molécule, d'accord, ou on peut la dégrader. Donc pour la dégrader, on va utiliser des micro-organismes. On peut utiliser des agents chimiques. Mais nous, dans notre vision des choses, on a fait le choix d'utiliser des bactéries qui sont déjà contenues dans les sols de Guadeloupe et non pas d'utiliser des agents chimiques avec les impacts que ça peut avoir. D'accord ? Ça, c'est sur le volet dégrader la molécule et c'est ce qui se fait généralement en dépollution, donc pour la dégradation. Mais sur le volet séquestration de la molécule, c'est-à-dire qu'on va la fixer, pour le traitement de l'eau, on séquestre la molécule dans les charbons actifs. D'accord ? Et nous travaillons en collaboration avec une entreprise qui a mis au point un four solaire qui permet en fait de fabriquer des charbons actifs donc à partir de différentes biomasses. D'accord ? Donc là-dessus, on a aussi un projet. Donc c'est un projet donc là, je crois que la convention est arrivée à l'université, elle devrait être signée prochainement, et où on va utiliser donc ce four qui peut traiter une trentaine de tonnes par jour, et on va l'utiliser pour fabriquer des charbons actifs à base de sargasses. D'accord. Donc quelque part, on répare un fléau avec un autre. Voilà, donc avec effectivement le bémol de bien connaître aussi l'origine des sargasses et celles que contiennent, etc., et bien comprendre les besoins en termes c'est-à-dire que de bien choisir le lieu où on va récupérer ces sargasses pour qu'elles ne soient pas elles-mêmes contaminées. D'accord. Voilà. Alors, il y a... Tu voulais poser une question peut-être? Non, vas-y. Alors, on a en ligne Anaïs Verspan. Vous verrez juste derrière nous, il y a des tableaux. Anaïs Verspan est une artiste peintre. Anaïs, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour à tout le monde. Bonjour Anaïs. Qui a une histoire un peu particulière justement avec ce chlordécone. Pour le coup, c'est pas de la théorie, c'est pas dans les livres, puisque toi tu le vis dans ta chair quelque part. Oui, alors j'ai peut-être cette chance d'être artiste et de le voir aussi différemment. C'est qu'en 2016. J'ai réussi, on a choisi en fait un de mes projets. Donc c'était une carte blanche du musée Schellcher. J'explique le contexte. Et donc ils ont choisi un de mes projets qui s'intitulait « Et si l'espace muséal était une case ». Donc c'était un projet assez audacieux pour moi parce que généralement me connais en tant qu'artiste peintre. Et là c'était une série de photographies où j'étais le personnage principal. Donc j'incarnais des scènes, on va dire, cyniques, atypiques, mais une vision de mon pays et de la manière dont encore on se meut dans cet espace. Et il y avait une image qui était très claire pour moi. C'était un personnage avec une mastectomie dans un champ de bananes. Donc, bien sûr, je voulais parler de chlordécone. Et sauf que je ne savais pas que j'étais touchée par le cancer du sein. Donc, ça a été une aventure parce que j'ai monté cette expo en pleine chimio. Mais ça va au-delà parce que j'avais moins de 40 ans, donc ce qui est pas normal. Donc, ils ont fait très rapidement des recherches génétiques. Et ils ont trouvé une mutation génétique côté paternel, où alors le BRCA2, où il y a le cancer du sein et le cancer de l'utérus. 6 mois après, j'ai une cousine qui a été atteinte du cancer du sein. Et grâce à mon test, on a pu vérifier également qu'elle avait cette mutation génétique. Nous avons toutes les deux alerté la famille et demandant aux cousins, cousines de faire ce test. La plupart, ils l'ont. D'accord. Mon grand-père a été un géreur d'une habitation, d'une plantation de bananes à Trois-Rivières, et il est mort du cancer de la prostate.
Donc plusieurs éléments de ma famille ont été touchés par le cancer. Et ce qui est bien avec l'art, c'est qu'on peut anticiper la science. Donc c'est vrai qu'on a eu une étude entre la corrélation du cancer du sein et le cancer de la prostate. Malheureusement, il n'y a pas pour d'autres cancers. D'accord. Donc je sais qu'il y a des pistes, mais il faut financer ces études. Et comment anticiper pour moi, dès qu'il y a un perturbateur endocrinien comme cela qui touche plus de 90% de la population, c'est horrible. Et de voir que beaucoup de personnes qui ont travaillé dans les champs de bananes n'ont pas été protégées et ils sont morts en silence. Donc, ce sont deux œuvres qui, pour moi, c'est un hommage bien sûr à mon grand-père, mais un hommage à tous ces gens qui ont travaillé, qui ont touché sans être protégés et qui sont morts en silence et voilà. Donc, c'est vrai, moi, ça m'alerte que de plus en plus, on est autour de nous. Enfin, c'est comme une grippe, quoi. Enfin, les gens meurent plus de cancer que de Covid, par exemple. Donc voilà. Donc c'est vrai que ce sont deux œuvres qui me tiennent à cœur. Ce sont aussi des œuvres que j'ai voulu vulgariser parce que ce combat contre cette molécule, qui est un grave perturbateur endocrinien, il faut qu'elle soit populaire. Et pour qu'elle soit populaire, l'image également en fait partie. Et voilà. Donc c'est mon humble combat, on va dire, de vulgariser ce scandale sanitaire. Donc voilà. Anaïs, merci pour ton témoignage que je trouve très touchant. Tes mots résonnent en fait, et je voudrais dire, est-ce que tu te sentirais prête à être une ambassadrice? On sait très bien que beaucoup de personnes n'osent jamais faire le premier pas ou n'osent pas non plus faire le pas seul. Ils ont besoin parfois d'une personne, mieux encore quand c'est une personne connue, une personne publique. Est-ce que tu serais prête éventuellement à faire prendre conscience, mais surtout à faire agir toutes les personnes qui sont dans leur coin et qui pensent, qui se contentent justement de penser? À mon insu, je suis une ambassadrice. C'est vrai que j'ai une manière d'aborder la réalité avec des fois beaucoup d'humour ou je suis très dure, mais en même temps très vraie. Et puis la vie continue. Donc si je peux faciliter la parole, si je peux faciliter certaines choses, au moins enfant bité pour pays là, enfant bité pour moun. Donc oui, on café tous les jours. Je te dirai. Et bien sûr, il n'y a aucun souci. Donc, je serai là. Continuez, faites pas laguer. Par contre, ce que je vais demander, excuse-moi, hein, je parle de toi, mais je vais poser une question à Sarah, qui serait de savoir, est-ce que avec plus de moyens financiers, vous pourriez, je dirais pas aller plus vite, hein, peut-être, mais aller plus loin dans ce que vous faites? Alors, je dirais, je vais un peu parler quand même avant de répondre à la question sur le volet qui a été abordé par Anaïs Vespan. Donc, je trouve que c'est un très beau travail, ce qu'elle fait, une très belle contribution. Effectivement, on a besoin de compétences multiples dans ce domaine et dans cette problématique, la problématique chlordécone, qui malheureusement nous touche tous. Et effectivement, le volet sur la santé, je vois qu'il en est un peu question sur les études, mais elle a abordé un volet qui me semble génétique, et je ne suis pas sûre qu'il ait été abordé. Et peut-être qu'il y aurait intérêt à dans la consultation,
à demander à ce que ce soit des choses qui soient sérieusement étudiées, à savoir le volet donc des perturbateurs endocriniens, les liens sur justement les mutations génétiques qui peuvent être induites par les contacts avec ces molécules. Donc en fait des recherches là-dessus pour savoir quels seraient les mécanismes, et d'autre part des recherches qui devraient être menées aussi sur les aspects, je pense, métaboliques, toutes les maladies métaboliques, c'est-à-dire tout ce qui est diabète, etc., puisqu'on voit que notre génération, la génération précédente, est touchée par le diabète et par l'hypertension, etc. Donc il y a peut-être une nécessité de rajouter ce volet-là dans l'étude, dans la partie recherche. D'accord. Donc un autre aspect, alors est-ce que sur les moyens financiers, effectivement, avec des moyens financiers supplémentaires, ça nous permettrait d'avoir des personnes qui puissent être recrutées sur ce type de projet, et ça nous permettrait. Vous êtes combien à peu près à travailler avec toi? À beaucoup plus rapidement. Alors là, actuellement, sur le volet des pollutions, il y a une thèse en cours. Donc de temps en temps, on a des budgets pour avoir des stagiaires. Donc ça veut dire un doctorant, c'est quelqu'un qui a eu un master et qui continue en thèse. On a des étudiants qui viennent dans le cadre de stages de master. Pour le moment, c'est tout ce que nous permet. Alors cette thèse de doctorat, elle a été financée par la région Guadeloupe. D'accord. Les budgets qu'on a eus de l'État jusqu'à présent ne nous ont jamais permis de financer une thèse, puisque ce sont des budgets qui sont assez importants pour payer un salaire. Une personne. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer, parce que c'est vrai que nous, à l'ANG, nous prônons la co-construction, est-ce qu'on pourrait envisager et demander, du coup, à tous les Guadeloupéens, puisque tous les Guadeloupéens, enfin 90% des Guadeloupéens, donc on dit, sont contaminés, de fait, 100% sont concernés, est-ce qu'on pourrait demander, du coup, à tous les Guadeloupéens de mettre la main à la poche pour cette cause qui, en mon sens, est très, très, très importante? Oui, alors je dirais que dans ce sens, il y a une très belle initiative. C'est celle qui est de Jessica Oublié et son équipe, qui ont réalisé une bande dessinée sur la problématique chlordécone qui s'appelle Tropique Toxique. Et donc dans le cadre de la publication de cet ouvrage, ils ont aussi réalisé une cagnotte. Et chaque Guadeloupéen peut donner ce qu'il peut sur cette cagnotte. Et je pense qu'effectivement, elle aurait peut-être besoin d'aide dans la promotion en fait de ce volet en fait qui existe déjà, quoi. Oui, c'est bien la bande dessinée, si j'ai bien entendu, qui a du mal déjà à trouver des librairies, ne serait-ce que pour la distribuer. Voilà, exactement. Donc c'est Tropique Toxique. C'est vraiment intéressant parce que pour le coup, sur le format de bande dessinée, on reprend vraiment tout ce qui s'est passé. Exactement. Et ce que M. Durimel disait aussi, les choses ne sont pas si tranchées que ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'intérêts multiples à l'époque qui fait que la banane est passée avant la santé. Et donc c'est intéressant de lire ce livre-là justement pour bien comprendre les dates et les éléments et comment on évolue dedans. Exactement. Ça fait 200 pages, donc c'est vraiment très bien documenté et je pense que c'est extrêmement formateur. Et donc c'est vrai que c'est pas forcément simple pour elle et pour son équipe, mais c'est un très très bon travail. Et là-dessus, et ça nous a beaucoup touché, encouragé. Une partie est dédiée en fait à une cagnotte pour le financement de. Alors, on est à 10 minutes de la fin de l'émission. Donc voilà, juste pour dire aux gens, je récapitule un petit peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est très important de pouvoir justement participer au plan chlordécone. Au-delà de voter mitigé, d'accord ou pas d'accord, de vraiment laisser des textes. Anaïs l'a dit, il manque de la recherche et des études sur les liens entre les différents cancers, et pas uniquement le cancer du sein ou le cancer de l'utérus, mais qu'il y a plein d'autres cancers, parce que ce sont des perturbateurs endocriniens. Il n'y a pas de stratégie de dépollution alors que c'est possible, donc il est temps de mettre vraiment de l'argent dessus, sur ces choses-là. Et on retient ce que M. Durimel nous a dit aussi, c'est-à-dire qu'on peut, et donc tu disais comment
pouvait le contacter. On peut participer à la plainte. Il faut simplement indiquer quel est le lien, quel est le préjudice qu'on pourrait avoir subi. Enfin, indiquer qu'on pourrait avoir subi un préjudice. Et le simple fait d'avoir été en Guadeloupe et de vivre durablement sur une île contaminée nous fait porter ce préjudice. Et il y a justement quelqu'un qui demande: bonjour, sommes-nous tous contaminés en Guadeloupe? Sarah, je vais te laisser répondre à cette question. En fait, la probabilité est de 90%, mais effectivement, lorsqu'on aura la possibilité de faire mesurer les tests de chlordécone dans le sang, on pourra le savoir effectivement. Mais c'est une probabilité de 90%. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait demander du coup à l'État imposer, c'est plus demander à ce stade, imposer à l'État justement le test gratuit pour tous les Guadeloupéens? Alors, c'est indiqué dans le plan. Oui, dans le plan, il est indiqué que le test serait gratuit. Alors, je ne sais pas. Je vais regarder les détails. Ou du moins qu'il y a une stratégie de test. Je ne sais pas s'il dit s'il est gratuit. Alors, je ne sais pas quel est le nombre de personnes. Mais il est prévu qu'il soit gratuit. Mais je ne sais pas s'il y a un nombre de personnes par année, ou je ne sais pas du tout. Alors, il faudrait que je regarde précisément. Pendant que vous cherchez vos dossiers, donc on peut d'ores et déjà, en cette période de Noël, encourager les auditeurs donc à mettre dans leur liste de cadeaux la bande dessinée Tropique Toxique. Oui, tout à fait. Pour vous donner déjà... pour mieux connaître. Voilà, déjà pour mieux connaître la situation et mieux la comprendre, mais aussi du coup pour participer. Oui, tout à fait. Alors, je reviens oui, sur la chlordéconémie. Donc, dans le plan, il est écrit qu'il s'agit dans un premier temps, dès 2021, de lancer des campagnes de mesure chez des populations ciblées plus vulnérables. Autoconsommateurs JAFA. Donc, j'imagine que ce sont des gens qui habitent dans le Sud-Master et des zones contaminées. Consommateurs de produits de la pêche, femmes avec projet de grossesse ou en début de grossesse. Donc, je pense qu'il y a quand même un certain ciblage. Donc, c'est à nous, dans ce plan chlordécone-là, en tout cas, dans ce qu'on nous demande, de bien indiquer qu'il faut que chacun... Voilà, et donc, il faut que massivement, on puisse répondre à ce plan-là, qu'on puisse plus dire que les Guadeloupéens ne sont pas intéressés par la chlordécone, puisqu'on est quasiment tous contaminés, et c'est important pour nous de savoir où est-ce qu'on en est. Voilà. Et donc, je voudrais reprendre par rapport à ta question, que tu me la redises, s'il te plaît. Ma question concernant... Pardon. Ma question, c'était... Oui, est-ce que... Laurence, aide-moi, j'oublie ma question. Sur la BD, par rapport à la BD, il me semble. Ah oui, donc par rapport à la BD, je disais voilà que déjà en cette période de Noël, qu'on peut inviter d'ores et déjà donc les Guadeloupéens à mettre dans leur liste de Noël la bande dessinée Tropique Toxique. Ce qui vous permettrait donc d'avoir un peu plus de fonds. Mais ceci dit, est-ce qu'une cagnotte même... Alors voilà, justement, il y a deux choses. Il y a la BD Tropique Toxique et à côté de la BD, il y a une cagnotte. Donc, idéalement, ce serait de participer à cette cagnotte qui est à côté de la BD. Et ce que je voulais dire, c'est que peut-être que l'ANG pourrait aider dans la promotion de cette cagnotte. Mais elle existe déjà. Si. Donc, je n'ai pas le lien en tête, mais c'est sur on mettra le lien avec EWAG et tout ça. Ils ont créé vraiment une page intéressante là-dessus. Une cagnotte Letchi. Voilà. Donc, je pense que si vous faites Letchi, chlordécone, vous allez sans doute la trouver. Voilà. Et donc justement, ils viennent de mettre l'image du livre. On est obligé de laisser l'antenne. C'est vraiment très intéressant en tout cas. Moi, je vais te laisser peut-être dire le mot de la fin. Simplement dire aux gens qui nous écoutent, avant qu'on puisse partir, c'est notre problème à tous. Donc il s'agit pour nous de vraiment nous intéresser à ça. Le livre de Jessica Oublié est vraiment très très clair sur comment ça s'est passé, comment ça se passe encore. Donc c'est à nous de faire le pas. Et en participant à une cagnotte, en achetant le livre, en répondant aux différents appels, en contactant M. Dirigmel pour participer à la plainte. C'est à nous, vraiment, Guadeloupéens, de pouvoir vraiment mettre un pied dedans. Alors, c'est moi Bon, donc, en tous les cas, je remercie beaucoup l'ANG de m'avoir invité pour cette émission. Et effectivement, j'invite un maximum de personnes à participer au plan chlordécone pour aider dans une orientation qui corresponde à nos préoccupations. C'est extrêmement important puisqu'en fait
l'État fait les choses en fonction de lui-même, ou bien en fonction de certaines préoccupations ou d'intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Donc maintenant, c'est à nous d'être bien présents sur cette problématique. Et en fait, effectivement, il y a des difficultés, des problèmes de santé majeurs, etc. J'ai consommé local, mais en choisissant où on va acheter, chez qui on va acheter, etc. Et montrer que ces choix-là que l'on va faire en termes d'alimentation sont importants pour nous. Et pour aller un peu dans cette direction dont parlait Harry Durimel, qui est de ce modèle exemple de pesticides, et qui nous permettent d'être en bonne santé. Parce qu'on est peut-être bien nourris actuellement, mais effectivement, on a tous autour de nous, ou bien nous-mêmes, un certain nombre de problèmes d'hypertension, de diabète, etc. Donc ce sont ces choix alimentaires qu'il est crucial de mettre en avant et qui permettraient en fait, qui nous permettent nous-mêmes d'être actifs. Et être actif sur une problématique, ça permet toujours un peu non pas de la dépasser, mais pratiquement, je pense. Ou bien de sortir de l'angoisse de cette problématique. Je te laisse conclure. Conclure, écoutez, je pense que Laurence, elle a quasiment tout dit. Effectivement, c'est participons soit à la cagnotte, soit en achetant la bande dessinée. Les personnes qui se savent ou qui pensent être contaminées, qu'elles fassent le nécessaire et qu'elles contactent Monsieur Durimel, parce que ensemble nous plus forts, et que plus il aura du monde, plus nous avons des chances de voir aboutir cette plainte. Tous les Guadeloupéens sont concernés, donc tous les Guadeloupéens doivent entendre, et on nous fait ensemble un bel effort pour chlordécone là, nous anti-faveur en fait. Voilà. Merci beaucoup à tous. Radio Tambou, Radio Tambou, Radio Affaire Poitou.